Alors, rebonjour tout le monde. On est en train d'introduire la science politique dans le cadre de ce module et dans la continuité des développements que nous avons déjà évoqués, nous allons entamer au cours de cette séance le cadre institutionnel d'expression du politique. Donc, quand on dit le cadre institutionnel d'expression du politique, ça renvoie aux institutions où la politique, le politique s'exprime, se translate dans le cadre d'un ensemble d'institutions, un ensemble d'acteurs et de politiques publiques. D'accord? Donc, nous allons entamer ce cadre institutionnel dans son expression la plus privilégiée pour les auteurs de la science politique, c'est l'État. Donc, l'institution suprême, l'institution fondamentale d'expression du politique, c'est l'État. Et nous allons décortiquer cette notion d'État à travers plusieurs appréhensions, plusieurs définitions fournies par les auteurs, mais aussi à travers plusieurs critères qui nous permettent de comprendre la notion de l'État dans son contexte de sciences politiques. Donc, l'État, c'est, vous avez l'affichage devant vous? Non, madame. Il n'y a pas d'affichage? Maintenant? Maintenant, on fait. Oui? Maintenant, D'accord. on fait. Très bien. Donc, l'idée générale largement défendue par la science politique, c'est qu'il n'existe de politique sans État. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas parler de pouvoir politique, d'action politique ou bien d'acteurs politiques en absence de l'État. Vous savez ce que c'est que l'État? Donc, l'État, en arabe, Doula, et c'est l'institution suprême qui fédère toutes les institutions, que ce soit politiques, administratives ou autres, et qui permet la gestion des affaires de la collectivité publique sur un territoire, la collectivité, pardon, humaine sur un territoire déterminé. Donc, généralement, on dit que la reine privilégiée d'exercice du politique, c'est l'État et c'est l'incarnation institutionnelle du politique en général. Mais certains auteurs précisent que cette idée n'est pas toujours défendable. Elle est largement nuancée dans la mesure où on peut trouver le pouvoir politique dans des communautés qui sont organisées mais qui n'ont pas la qualité d'État. Donc, dans une petite communauté organisée autour de quelques chefs de guerre, par exemple, ou bien des chefs religieux comme le cas des Zawiyas, les cas de certaines institutions à caractère religieux, et aussi dans le cadre d'organisations tribales, d'organisations communales classiques. On peut trouver aussi l'expression du politique. Je prends l'exemple des vieilles organisations communales, tribales au Maroc, où les communautés étaient organisées sous forme de communes avec un amrar, avec un chef qui exerçait le pouvoir politique, mais donc ces organisations n'avaient pas la qualité d'État. Donc, selon les auteurs, il est possible d'observer des phénomènes politiques tels que des jeux de pouvoir et des décisions qui engagent la collectivité. Donc, l'exercice de pouvoir, l'idée c'est qu'on peut trouver le pouvoir politique au sein de communautés organisées, mais le cadre le plus privilégié d'expression du politique, c'est l'État, l'institution moderne organisée et qui, comme j'ai dit, fédère tout un ensemble d'institutions, que ce soit administratives, politiques, judiciaires, sociales ou autres. Toutefois, il est inconcevable de ne pas étudier l'État dans un cours de sciences politiques dans la mesure où l'État, c'est l'expression, comme j'ai dit tout à l'heure, du politique. Donc, pour mieux comprendre le phénomène politique, le pouvoir politique, il faut le mettre dans le contexte étatique. Il faut l'appréhender selon l'institution étatique pour mieux
comprendre, pour mieux voir donc les différents soubassements institutionnels et juridiques de l'exercice du pouvoir. C'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Donc, très bien. Donc, Oui, c'est dans clair. dans ce contexte-là, nous allons d'abord essayer, tenter de définir avec Max Weber, nous allons toujours nous référer à la conception weberienne de la notion aussi de l'État. Nous avons travaillé sur la conception weberienne du pouvoir politique. Maintenant, on va passer à la notion de l'État selon la définition fournie par Max Weber dans son célèbre ouvrage. Donc, je vais revenir tout à l'heure à la définition weberienne de l'État. Ensuite, nous allons étudier les principales composantes de l'État et les fonctions régaliennes de l'institution étatique. Et là, c'est très important parce que nous serons à la croisée des chemins avec le pouvoir, le droit constitutionnel ou même le droit international, où vous allez tenter aussi de définir la notion de l'État. Donc, retenez bien que la notion de l'État, c'est l'affaire du droit public dans le cadre des études juridiques. Donc, vous allez croiser la notion de l'État dans les matières qui relèvent de droit public, le droit constitutionnel, les relations internationales, la science politique, le droit administratif. Donc, au cours de vos études, au niveau de ces modules, vous allez vous allez tenter de définir, de comprendre la notion de l'État selon plusieurs approches, selon plusieurs appréhensions. D'accord? Donc, retenez bien l'importance capitale de la notion de l'État en droit public en général à travers ce que vous allez étudier. Donc, après, nous allons nous concentrer sur les formes internes de l'État, à savoir l'État fédéral et l'État unitaire. Donc, c'est les formes des États. Donc, voilà, nous avons trois approches pour tenter de définir, pour esquisser la définition de la notion de l'État, qui est l'expression institutionnelle du pouvoir politique. C'est clair? Donc là, après cette présentation générale de ce chapitre, nous allons passer à la définition weberienne de la notion de l'État. Et là, la définition weberienne, c'est la définition la plus simple qu'on peut trouver pour comprendre la notion de l'État. C'est une définition qui a été présentée par l'auteur dans son ouvrage Économie et société, tome 1, chapitre 1er. Et cet ouvrage, il est très important, où il a tenté vraiment de mettre les soubassements, les bases même de sa pensée politique. Donc, Max Weber apporte une définition de l'État qui est restée très, très célèbre. Et à chaque fois que vous cherchez définition de la notion de l'État, vous allez tomber sur cette définition de Max Weber. D'accord? Donc, sa définition, elle est célèbre et elle est devenue classique, y compris bien au-delà de la sociologie. Donc, on peut la trouver dans le champ politique en général. Pour lui, il précise, je vais vous lire la citation, la définition, puis on va la décortiquer. On va l'examiner, on va essayer de l'analyser élément par élément. Donc, dans cette tentative de définition, de compréhension, n'hésitez pas à poser des questions s'il fallait. Alors, donc, Max Weber écrit, nous entendons par État une entreprise. Vous avez devant vous la définition. Qui peut lire la définition? Qui veut nous lire la définition? Oui, madame. Oui.
Nous entendons par l'État une entreprise politique de caractère institutionnel et en tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Très bien. Très bien. Oui, Slimane, tu veux nous relire la définition, Slimane? Oui, madame. Oui, madame. Tu as la parole. Nous entendons par État une entreprise politique de caractère institutionnel lorsqu'étant lorsqu'étant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime. Très bien. Donc là, vous avez déjà une notion que nous avons déjà, des termes que nous avons déjà définis. Qui peut me les rappeler? Dans cette définition, il y a des mots, des termes que nous avons déjà définis. Lesquels? Madame, le monopole, l'État. Oui? Ilyes, Madame, tu as la parole, Ilyes. Ilyes, tu as la parole. madame, Oui? il y a le monopole. Le monopole, la contrainte physique légitime. Oui, le monopole de la contrainte physique légitime. D'accord. C'est ce qu'a dit Nikra. Slimane, tu veux dire quelque chose? Oui, il y a aussi le caractère institutionnel. Très bien. Le caractère institutionnel. Donc là, ça renvoie aux institutions. L'État, Oui. c'est pas une personne. L'État, c'est pas un individu qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est une fiction juridique, mais c'est un ensemble d'institutions aussi. On parle par exemple de la personnalité morale de l'État, c'est une fiction juridique, mais physiquement parlant, l'État, c'est des institutions. Quand on parle du Parlement, c'est une institution avec des murs et des personnes qui travaillent là-dedans. Donc, le caractère institutionnel, ça renvoie à un ensemble d'institutions. Il y a la contrainte physique. Quoi d'autre? Madame, la politique. Ah, La politique. une entreprise politique. D'accord? Le mot politique, il est très, très important. Oui, Il y a aussi, oui, la politique renvoie au programme d'action mis en place par une institution pour atteindre des objectifs donnés. oui, c'est la politique publique, ça, c'est la définition de la politique publique. Donc là, vous voyez dans cette définition, il y a des éléments, il y a des termes que nous avons déjà croisés au cours des séances précédentes. Donc, ces termes-là nous permettront de comprendre la définition webérienne de la notion de l'État. D'accord? Vous avez déjà, pour moi, à mon sens, vous avez déjà des prérequis pour comprendre cette définition. Donc, nous, on va aller étape par étape pour la décortiquer et pour comprendre ce que veut dire Max Weber par une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque, en tant que sa direction administrative, revendique avec succès dans l'application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime. Donc, j'ai pas besoin de revenir à la définition de la contrainte physique légitime. On a déjà fait le parcours des éléments de définition et d'identification de ce concept. D'accord. Donc, nous allons commencer par l'explication des mots-clés de cette définition. Donc, Max Weber, il a évoqué si vous voulez, quatre termes principaux, quatre mots-clés. Entreprise politique, la direction administrative, l'application des règlements et le monopole de la contrainte physique légitime. C'est ça? Oui, madame. Donc, c'est les mots que nous avons essayé donc de faire sortir à travers la définition de Max Weber. Donc, on va essayer de définir mot par mot pour mieux comprendre le sens webérien de l'État. Entreprise politique, donc par entreprise politique, on entend une volonté d'agir sur la société ou bien sur la collectivité.
Donc, c'est pas l'entreprise sharika, l'entreprise en droit privé, mais c'est juste la volonté des gouvernants d'agir sur la société. Il y a le mot agir. Agir renvoie, oui, Slimane, tu veux dire quelque chose? Non, madame, non, madame. Moi, tu demandes la parole, alors change d'icône. Donc, entreprise politique, j'ai dit, c'est la volonté des gouvernants. Et quand on dit la volonté, elle renvoie en mode aussi de gouvernement, s'il est démocratique ou bien autoritaire ou autre. Mais il y a toujours une volonté d'exercer le pouvoir. Volonté d'agir, c'est la volonté d'action politique, c'est la volonté d'exercer le pouvoir sur la collectivité humaine. Donc, la volonté d'agir sur la société ou bien sur la collectivité. D'accord? C'est ça l'entreprise politique. Donc, pour dire qu'il y a un État, il doit y avoir d'abord une volonté, une initiative de la part des gouvernants pour exercer le pouvoir politique. Deuxièmement, c'est la direction administrative. Donc, par direction administrative, Max Weber renvoie à l'implication de l'existence d'une bureaucratie faisant appliquer les politiques mises en œuvre. Ça renvoie à ce qu'a dit votre collègue tout à l'heure, quand elle a essayé de définir la politique publique. Donc, la mise en place ou bien l'application des politiques publiques nécessite une direction administrative. Qui dit direction administrative dit d'abord l'existence d'une bureaucratie. C'est quoi la bureaucratie? C'est tout simplement la mise en place d'un ensemble d'institutions administratives qui sont enchaînées hiérarchiquement et liées les unes aux autres et qui ont des missions complémentaires. D'accord? Donc, je vais vous expliquer cette question. Bien sûr, c'est pas de nos propos de s'étaler sur la notion de bureaucratie, mais c'est juste pour vous expliquer ce que c'est que la bureaucratie. C'est la mise en place d'un ensemble d'institutions administratives. En arabe, on dit bureaucratie, mais ça renvoie au terme en français. D'accord? C'est la mise en place d'un ensemble d'institutions administratives organisées hiérarchiquement et qui ont une complémentarité organique et fonctionnelle. Par exemple, je vous donne un exemple pour comprendre la bureaucratie. Nous avons dans une administration, par exemple, un ministère. Un ministère, Wizara. Donc, dans un ministère, il y a un ensemble d'administrations, un ensemble de services. À la tête du ministère, il y a le ministre, puis il y a le secrétaire général, puis les directeurs, puis les chefs de division, puis les chefs de service, puis les fonctionnaires, etc. Donc là, c'est ça un système bureaucratique qui permet donc la gestion administrative de l'État, de l'appareil étatique à travers des organes. L'objectif ou bien la mission de ce système bureaucratique, c'est l'application des politiques mises en œuvre par les autorités étatiques. C'est clair? Dites-moi si c'est clair ou non. Oui, madame. madame. Hein? Oui, madame, c'est clair. D'accord, c'est clair. Donc, là, quand on parle de la direction administrative, ça renvoie à la mise en place, tout simplement, dans un État. On est toujours dans le cadre de la perception webérienne, qui considère que l'existence de l'État nécessite, primo, une volonté politique d'agir, secondo, un ensemble d'institutions qui s'inscrivent dans ce système bureaucratique et qui permettent l'applicabilité des politiques publiques mises en œuvre. Ça, c'est donc d'un côté. De l'autre côté, l'application des règlements, et c'est le troisième élément d'identification webérienne de l'État. Donc, l'application des règlements impose aux citoyens des règles communes et ce, dans l'intérêt de la collectivité. D'accord? Quand Weber parle des règlements, il ne renvoie pas à l'identification du règlement en termes de droit administratif,
Mais pour lui, les règlements, c'est les lois, c'est les normes. Les normes, d'accord? La norme, c'est la règle juridique, abstraction faite de sa nature. Ça peut être une règle législative ou bien une règle constitutionnelle ou administrative ou autre. Mais la norme, ça englobe les types, toutes les types de règles de droit qui permettent donc l'organisation de la vie des citoyens au sein de la société. Donc, troisièmement, Max Weber considère l'État comme une institution qui applique les lois et qui impose aux citoyens des règles communes. Je dis des règles communes, c'est pour renvoyer au caractère général de la règle de droit. Des règles qui s'appliquent à tout le monde. D'accord? Et qui mettent les citoyens sur le même pied d'égalité. Donc, des règles communes et ce, dans l'intérêt général. L'intérêt général ou bien l'intérêt de la collectivité. On a déjà discuté ça quand on a parlé du pouvoir politique. On a dit que le pouvoir politique se translate, s'explique par la mise en place d'un ensemble de normes juridiques qui s'imposent à la collectivité et qui permettent et qui servent l'intérêt général. Et ça nous a aussi renvoyé à le sens, au sens même du contrat social, que ce soit selon la conception rousseauiste de Jean-Jacques Rousseau ou bien d'autres auteurs. Donc, quatrième élément qui permet aussi l'identification de l'expression institutionnelle du politique, c'est le monopole de la contrainte légitime. Je crois que nous avons déjà parlé de la contrainte légitime. Selon Max Weber aussi, seul l'État a le droit de contraindre physiquement par la force si c'est nécessaire et ce en toute légitimité. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur cette question de monopole de la contrainte légitime parce que nous avons investi donc un temps considérable dans la définition de cette notion. C'est clair? À moins si vous avez des problèmes, donc, et je peux revenir à la définition de la contrainte légitime. Il n'y a pas de problème, madame. Il n'y a pas de problème, c'est clair? Oui. Donc, pour ces 4 éléments d'identification, Slimane, veux-tu désactiver le micro, s'il te plaît? Donc, pour ces 4 éléments d'identification de l'État, il n'y a pas de question? Non, madame. D'accord. Une seconde, s'il vous plaît, et je reviens.
Alors, on reprend. On a dit que Max Weber a essayé d'identifier la notion de l'État à travers 4 éléments. On a parlé de l'entreprise politique, la direction administrative, l'application des lois et le monopole de la contrainte. Pour récapituler, selon Max Weber, retenez bien ce que je suis en train d'expliquer. Pour récapituler, donc Max Weber a essayé d'identifier la notion de l'État à travers 4 éléments. D'accord? D'abord, la présence d'un pouvoir politique. D'accord? La présence d'un pouvoir politique qui a été identifié, selon lui, par l'entreprise politique. C'est tout simplement une volonté d'agir de la part des gouvernants sur les gouvernés, sur la collectivité. Deuxièmement, la présence d'une organisation administrative. Lui, il a parlé d'une bureaucratie. Mais la bureaucratie, au sens weberien, au sens tel qu'il a été fourni par Max Weber, c'est tout simplement une organisation administrative. C'est tout simplement un ensemble d'institutions à caractère administratif qui permettent l'application des politiques publiques mises en œuvre. Parce que pour que l'État applique ces politiques publiques, il a besoin d'un ensemble d'institutions. C'est l'administration tout court. Troisième élément, c'est la présence aussi, où il y a la mise en place d'un ensemble de normes juridiques qui ont un caractère général et qui visent l'intérêt de la collectivité. Un ensemble de normes juridiques. C'est un cadre juridique qui réglemente la vie des citoyens au sein de la collectivité, au sein de la société. D'accord? Et le quatrième élément, c'est le monopole de la contrainte physique. Le monopole de la contrainte légitime, c'est un terme qui est largement défendu, un élément largement défendu par Max Weber. La contrainte légitime, on l'a déjà définie, et elle peut être donc physique ou morale, mais quand même Max Weber insiste sur la contrainte physique, c'est-à-dire le recours par l'État à la force si c'est nécessaire pour légitimer ses actions, pour faire appliquer, faire respecter donc ces directives. Et elle est légitime dans le sens où on a donc un sens qu'on a déjà expliqué dans les séances précédentes. C'est clair, on passe à autre chose si vous voulez. Si c'est clair. On passe, madame. D'accord. Oui, madame, c'est clair. Oui. C'est clair. D'accord. Donc, dans la continuité de développement ou bien de l'idée weberienne, de la conception weberienne de l'État, donc on peut dire que l'État est le résultat d'un processus historique, mais qui se poursuit et travaille de l'intérieur la figure de l'État. Donc, l'État n'est pas une création ex nihilo. Ça veut dire qu'elle n'est pas tombée du ciel. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour parler de l'État. L'État, c'est le fruit d'un processus de construction historique où on a essayé de travailler, on a essayé de monter de fond en comble cette institution étatique. Et la traversée, bien sûr, on ne va pas faire un cours de l'histoire des idées politiques, mais les constructions étatiques étaient largement assujetties à des considérations de temps et d'espace et aussi des spécificités singulières des peuples et des communautés humaines. Les États, c'est les fruits aussi de valeurs singulières, de traditions singulières des peuples. C'est pour cela qu'on trouve que la translation juridique
de l'État se fait à travers les formes des États, à travers la nature des régimes politiques, à travers les modalités même d'exercice du pouvoir politique. Donc, l'État, c'est pas un produit nouveau, elle remonte très 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 loin dans l'histoire de la pensée politique et de l'exercice du pouvoir. Et donc, il a été travaillé de l'intérieur même, où chaque système politique cherche à se perfectionner, à se moderniser pour servir donc le peuple et pour lui offrir donc les meilleures prestations voulues. Donc, du coup, différentes formes d'État se sont succédées historiquement. Donc, nous avons plusieurs formes d'État. Pour Max Weber, il distingue entre deux types d'États. Et là, on aussi, surtout dans le cadre de la construction historique de l'institution étatique. Il parle de le premier type, c'est l'État de la période médiévale et de la Renaissance, c'est-à-dire au début de son institutionnalisation appelée l'État patrimonial. Donc, pour Max Weber, cette période, elle est très importante dans la mesure où il a permis la construction de l'institution étatique. Donc, on parle de l'institutionnalisation par opposition à la personnalisation. D'accord? Institutionnalisation du pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir par les institutions, par opposition à la personnalisation du pouvoir qui prévalait avant la période médiévale où le pouvoir était incarné par des personnes. Qui dit pouvoir dit la personne du gouvernant. Mais dans la période médiévale, on a commencé à institutionnaliser le pouvoir et on a mis en place les jalons de l'État patrimonial. Donc, c'est le premier type d'État pour Max Weber. Le deuxième type d'État, c'est l'État contemporain, bien sûr après la mise en place de l'État institutionnel. C'est l'institutionnalisation achevée du pouvoir. Quand je dis institutionnalisation, ça renvoie à l'institutionnalisation du pouvoir politique. Donc, c'est l'État bureaucratique moderne qui incarne le triomphe de la domination légalo-rationnelle. Ça veut dire la domination tout simplement de la loi et la suprématie de la loi par rapport aux personnes et aux institutions. Et c'est là où on va commencer à parler de l'État de droit, l'État bureaucratique moderne, l'institution étatique démocratique, etc., etc. Donc, nous allons nous focaliser sur le deuxième type d'État qui nous concerne, qui nous intéresse pour mieux comprendre cette notion et pour donc appréhender son sens. C'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez compris cette typologie, si vous voulez, de l'État, typologie weberienne de l'État? C'est clair? Oui, juste là, c'est clair. Oui, D'accord. madame. Oui, madame. Donc, d'accord. Donc, à partir de 1949, et là, comme vous savez, si on veut contextualiser l'année 1949, c'est la période post-guerre mondiale. Donc, c'est après la deuxième guerre mondiale. Donc, la condition du droit international de l'ONU, c'est quoi? Qui peut me dire ce que c'est que l'ONU? Oui, Ashraf? Organisation des Nations Unies. Très bien, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc, cette organisation qui a remplacé la SDN, la Société des Nations, qui a été mise en place après la Première Guerre mondiale. Donc, on l'a remplacée par l'Organisation des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, une organisation internationale
qui organise les relations internationales entre les États et qui est composée actuellement presque par la totalité, à part quelques petits États, quelques États aussi, donc la totalité des États du monde. Donc l'ONU est là longtemps débattu la notion de l'État. Donc on a la Commission de droit international a essayé aussi de définir la notion de l'État à travers le débat, à travers donc plusieurs esquisses de définition. Donc, un consensus se fit autour d'une définition rapportée en 1956 par le rapporteur spécial Fitzmaurice, qui devait en principe devenir l'article 3 de la Convention sur le droit des traités. Et là, on va voir la définition faite par ce rapporteur. Donc, c'est une définition du droit international de la notion de l'État, parce qu'elle a été aménagée dans le cadre d'une institution internationale. Pour la définition weberienne, on peut dire que c'est la définition d'un sociologue, d'un politologue qui a essayé de réfléchir autour de la notion de l'État, selon son champ d'intérêt, selon son champ scientifique. Pour cette définition-là, la deuxième définition, elle a été fournie par une institution à caractère international qui renvoie beaucoup plus au droit international qu'à la science politique. Donc, selon celle-ci, le terme État. Donc, nous avons là une autre définition de l'État. Et vous allez croiser plusieurs esquisses, plusieurs tentatives de définition du terme de l'État au cours de votre parcours donc universitaire. Le terme État désigne une entité qui consiste, une entité, là on parle d'une entité juridique, qui consiste en un peuple. D'accord? D'abord, il doit y avoir un peuple résidant sur un territoire. C'est une définition qui est plus pragmatique, je dis pas plus réel, mais quand même trop simple, facilement compréhensible par rapport à celle fournie par Max Weber. Donc, et c'est la définition reprise par le droit constitutionnel. Vous allez croiser cette définition au droit constitutionnel aussi. Donc, c'est une entité qui consiste en un peuple, donc il doit y avoir un peuple résidant sur un territoire, d'accord? Un peuple qui vit, qui réside sur un territoire défini. C'est quoi un territoire défini? Donc, qui veut nous lire la définition? Qui veut nous lire la définition? Oui, madame. Oui, Khadija? Oui, madame. Khadija? Alors, le terme d'État, oui, madame, oui, je vous écoute. Vous m'écoutez, madame? Oui, madame. Oui, Khadija. Le terme d'État désigne une entité qui consiste en un peuple résidant sur un territoire défini et vivant sous un système de gouvernement organisé et qui a la capacité d'entrer dans des relations internationales engageant l'entité en tant que telle, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un autre État. Bien, bien. Donc là, vous avez une autre appréhension de la définition de l'État. Selon ce rapport, l'État, c'est un peuple qui réside sur un territoire défini. Quand on dit un territoire défini, ça veut dire un territoire dont les frontières sont définies. Il est identifiable. خلي قول له راه ماما كتقري ما عنده كيهدر هدر
Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Non, pardon, ça fait longtemps que j'étais en train de parler alors que j'ai oublié d'activer le micro. Pardon. Non, on n'a pas entendu depuis presque 2 minutes. Oui, oui, moi j'étais en train d'expliquer et j'ai oublié d'activer le micro. Donc je dois tout reprendre. Oui, merci, Je dois madame. tout reprendre. Et je parlais à Yaris, j'ai posé la question à Yaris alors que vous n'avez même pas entendu ce que je disais. Donc, je Madame, j'ai parlais rien de... entendu. Oui, c'est pas grave. Je vais reprendre. Je parlais de la définition de cette commission de droit international qui présentait l'État comme une entité, et moi je dis entité juridique, qui consiste en un peuple résidant sur un territoire défini. Un peuple, ça veut dire une collectivité humaine résidant sur un territoire défini. Résident, ça veut dire vivant sur le territoire. Et là, il ne parle pas de la nationalité, mais il parle juste de peuple résident, ça veut dire qui réside sur un territoire défini. Qu'est-ce qui définit le territoire, à votre avis? Madame, ce sont C'est les frontières. les frontières. Très bien, ce sont les frontières. Bien. Les frontières. Très bien. Donc, vous allez voir ça, on va le voir ultérieurement, défini par des frontières qui sont reconnues et vivant sous un système de gouvernement. Ça veut dire que le peuple vit sur un territoire, mais il est soumis à un système de gouvernement. C'est ça le pouvoir politique. Il est soumis à un pouvoir politique. Donc, ça, c'est la définition c'est les 3 éléments principaux d'identification d'un État. Bien sûr, vous allez croiser ces éléments d'identification, droit constitutionnel surtout, ou bien droit international. 4e élément qui permet, donc vous avez là l'État, la collectivité humaine, le territoire, le pouvoir politique. Mais pour cette définition, il rajoute un 4e élément, c'est la capacité d'entrer dans les relations internationales. D'accord? La capacité de l'État d'entrer dans les relations internationales. Donc, qu'est-ce qui permet, selon vous, un État d'entrer? Par quel moyen il intervient dans les relations internationales? Par quel s'engager dans les relations internationales? Yari? Mais madame, je ne vois pas trop. Madame, Oui, oui, je vous écoute. je dis que je n'ai pas la réponse. Ah oui, Slimane, tu veux dire quelque chose? Oui, par exemple, des institutions qui ont des relations avec l'étranger. Par exemple, le ministère de l'étranger, c'est comme ça, je crois. Oui, d'abord, Des c'est affaires vrai. étrangères, Très bien. des affaires étrangères. Oui, en interne, par la mise en place d'institutions qui représentent l'État dans la scène internationale. Par exemple, Oui. le Maroc, il est représenté sur la scène internationale par le ministère des Affaires étrangères, par la mise en place
donc c'est pas les consulats, mais c'est les ambassades, à travers les ambassadeurs. Donc, il y a une différence, entre l'ambassadeur et le consul. Le consulat, c'est pas l'ambassade. Quelle est la différence entre les deux? Oui, Slimane. Pour le consulat, je crois que c'est pour satisfaire aux besoins des habitants, plutôt de peuples d'origine. Alors que Oui, pour les les ambassades, ressortissants nationaux, oui. alors pour les ambassades, ce sont ce sont des représentations de pouvoir politique de l'État envers un autre État. Oui, très bien, c'est ça. Les ambassades, c'est des représentations diplomatiques qui Oui, représentent l'État dans la scène internationale auprès des États, auprès d'autres États, donc avec lesquels il a des relations donc de coopération, d'amitié ou autres. Donc, l'ambassadeur, c'est une personnalité qui représente politiquement l'État dans la vie, diplomatiquement l'État dans la vie, auprès des organisations internationales ou bien auprès d'autres États. Mais le consulat, c'est une administration, si vous voulez, déconcentrée au niveau des États hôtes et qui a pour, comme l'a bien précisé Slimane, qui a pour mission de veiller donc aux affaires administratives des ressortissants nationaux qui vivent sur le territoire. Par exemple, s'il y a un Marocain qui veut un extrait d'acte de naissance ou bien acte de mariage ou autre, donc n'importe donc formalité administrative, il s'oriente vers le consulat et non pas vers l'ambassade. Mais l'ambassade, elle assure une représentation diplomatique et donc n'assure pas des tâches administratives. C'est clair? Oui, Alors, donc, merci. pour cette définition, nous avons 4 éléments pour identifier la notion de l'État. D'accord? C'est une définition qui a un caractère juridique beaucoup plus que politique. Et elle diffère un petit peu de celle fournie par Max Weber, mais quand même, les deux définitions renvoient à la mise en place d'une institution suprême, pouvoir politique. D'accord? Parce que, si vous vous rappelez, Max Weber, il parle lui aussi de l'institution administrative, donc d'une institution bureaucratique. Et il part du monopole de la contrainte. Et qui va monopoliser la contrainte, c'est le gouvernement organisé, un système de gouvernement organisé, d'accord, qui a une souveraineté interne sur le territoire et sur la population résidant sur ce territoire défini, et qui a aussi une souveraineté internationale à travers son engagement dans les relations internationales. Donc, l'État s'engage. Je reviens à la question. Slimane nous a donné un élément de réponse. Il a parlé de la représentation de l'État à travers des organes diplomatiques. L'État s'engage dans la vie internationale aussi à travers son appartenance à des organisations internationales. Par exemple, le Maroc ou tout autre État est membre de plusieurs organisations internationales, que ce soit internationales, mondiales, comme le cas de l'Organisation des Nations Unies, et les autres organisations spécialisées y afférentes, ou bien membres d'organisations régionales. Le Maroc, il est membre de l'Organisation des Nations Unies, il est membre aussi de l'Union africaine, il a des relations très importantes, des accords de coopération avec l'Union européenne, il a des accords bilatéraux avec plusieurs États, et il y a des relations de jumelage entre les villes marocaines et les villes étrangères. Donc, nous avons tout un système de vie internationale qui permet à l'État marocain de s'engager dans les relations internationales. Là, que ce soit à travers une relation directe ou bien à travers donc des accords d'attachement à des organisations internationales. Cette définition, est-ce qu'elle est claire?
Oui, madame, elle va bien, on comprend. Vous avez noté les 4 éléments. Vous Oui, les madame. avez bien notés sur votre cahier. Oui, madame. Oui, nous allons revenir. Qui peut me rappeler les 4 éléments d'identification de l'État? Madame, il y a la population, Oui. le territoire, Mhm. le gouvernement et sa Il y a- capacité d'entreprendre des Oui. relations internationales. Très bien. Très bien. Oui, madame. Donc, Oui. retenez ce qu'a dit Danceli. Un, un, un peuple, un territoire, Un un pouvoir politique gouvernement, un pouvoir politique très bien et des et possibilités d'intervenir dans les les relations relations internationales. internationales. Très bien, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance internationale. On va revenir, nous, on va retravailler tout ça de façon bien claire, mais il faut juste d'abord introduire les éléments de ce chapitre à travers ces définitions. Donc, si c'est clair, on va passer, on est toujours dans le cadre de l'identification de la de la notion de l'État. On va commencer par le premier élément qui est le territoire. Si on veut classer, si vous voulez, les 3 éléments ou bien les 4 éléments d'identification de l'État, comme l'a bien précisé Yaris, quel est l'élément le plus important? Quelle est donc la composante la plus importante? Le territoire. Pourquoi le territoire? La population. La C'est la, population. je pense la population. S'il n'y a pas Hein, de Ashraf? population, Ouah, Khadija, elle a dit la population, elle a dit le territoire, puis le, elle a changé la vie. C'est ça, Khadija? oui, je pense que c'est la population le plus important que, bien, et s'il y a des populations, ça veut dire qu'il y a un territoire, il y a Madame, un État, non? madame, Oui, donc on va garder ta réponse. Il y a Mahmoud qui a dit, c'est pas Mahmoud, il a écrit quelque chose. Mahmoud, il a dit territoire. Ashraf, Territoire, parce que sans territoire, on peut pas territoire. imposer un gouvernement ou bien un État. Bien, oui. Yaris, madame, je pense que ce qu'il a dit, c'est effectif, c'est vrai. c'est le territoire. Oui, madame, je pense que sans État, sans territoire, il n'y a pas d'État, je pense. Oui. C'est ce que tu veux dire toi aussi, Bahia? Oui, madame, le territoire, car l'État est délimité par des forts frontières internationales. D'accord, c'est vrai. Selon le classement, le territoire est l'élément déterminant d'existence d'un État, au sens moderne du terme. Oui, Mahmoud, tu veux dire quelque chose? Bon, c'est bon, non, c'est bon, madame, c'est bon. D'accord. Bon, s'il vous plaît, j'ai un appel urgent. Je vais désactiver pour quelques secondes le micro, d'accord? D'accord, D'accord, madame, d'accord. d'accord, madame.
Alors, on a dit que le territoire, c'est l'élément déterminant d'existence d'un État. Pourquoi? Parce que au cours de l'histoire, il y avait des groupements humains qui vivaient sur des territoires, mais qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas pu avoir la qualité d'État par faute de pouvoir politique ou bien par faute d'appartenance même. Je dis légitime ou légale même à ce territoire, ou bien par absence de territoire. Il y a des populations qui n'arrivent pas à avoir la qualité d'État parce que le territoire fait défaut. Donc vous avez plusieurs types d'exemples partout dans le monde où certaines populations revendiquent qui ont des pouvoirs, qui ont pu faire ou bien choisir des gouvernants, ou bien se sont trouvés soumis si vous voulez, à un pouvoir politique malgré leur volonté, mais qui n'ont pas pu avoir la qualité d'État parce qu'ils n'ont pas un territoire. D'accord? Donc, le territoire est un élément déterminant. C'est même l'origine de tous les conflits, que ce soit les conflits frontaliers ou bien les conflits entre les États, conflits suite à des tendances séparatistes. Le cas par exemple du Polisario au Maroc qui tente à se séparer du territoire marocain alors que donc le territoire c'est un territoire qui est connu universellement comme étant un territoire appartenant à l'État marocain. Donc ces tendances parfois séparatistes mettent des groupements humains dans des situations juridiques vraiment lamentables. Et la faute du territoire, ou bien le manque, ou bien l'absence de territoire appartenant à ces populations les mettent dans une pénurie juridique, si vous voulez, par rapport à leur identité institutionnelle en tant qu'État. D'accord? Donc, le territoire, c'est un élément très, très important pour d'abord parler de l'existence d'un État. Puis, après, les autres éléments viennent compléter la première condition. Donc, c'est quoi le territoire? Donc, le territoire représente le cadre géographique de l'État délimité par des frontières. Donc, il doit toujours y avoir des frontières qui permettent la délimitation géographique de l'État. C'est pour cela qu'on trouve que la question des frontières est un élément fondamental dans les relations internationales. Et parfois, il y a certains, donc pas mal de problèmes. Le cas de la Palestine, c'est un cas aussi qui entre dans ce sens, mais avec toute la différence par rapport donc aux autres cas de mouvements ou bien de groupements séparatistes qui revendiquent un territoire qui n'est pas le leur. Vous avez là l'élément déterminant, c'est le cadre géographique. Deuxième élément, c'est les frontières. Et généralement, on dit que le territoire, il comprend le sol, le sous-sol, l'espace aérien, donc un sol qui est surplombé par un espace aérien sur lequel s'exerce le pouvoir politique. Et il y a aussi le territoire maritime. D'accord? Donc, quand on dit territoire, c'est pas seulement le sol, mais aussi le sous-sol et l'espace aérien qui surplombe l'espace terrestre et aussi l'espace maritime. Donc, c'est ça le territoire. Il y a des éléments très très importants dans cette définition qu'on va décortiquer ultérieurement, mais il faut faire attention qu'il n'existe pas d'État au sens de la science politique sans territoire. Donc, pour dire un État, au sens de la science politique, un État qui est considéré comme une entreprise politique gérée par des organisations institutionnelles avec un pouvoir, une autorité légitime, donc elle doit ipso facto, elle doit
obligatoirement obéir à cette condition d'existence d'un territoire. C'est clair jusque-là? Oui, Vous n'avez madame, pas de c'est clair. questions? Oui, madame, c'est clair. Non, c'est bien ça. C'est clair. Oui, c'est D'accord. clair. Donc, Cette on va définition- passer à la question des frontières. D'accord? Les frontières, un État est délimité par des frontières internationalement reconnues. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance internationale des États. Bien sûr, la reconnaissance, elle englobe d'abord la reconnaissance du pouvoir politique de l'État. La reconnaissance internationale, c'est quoi? C'est quoi d'abord la reconnaissance? اعتراف دولي. La reconnaissance internationale. C'est tout simplement la reconnaissance des États de la scène internationale de l'existence d'un tel État. Oui, Slimane. Oui. Oui, madame, c'est-à-dire que cet État est légitime dans ce territoire. Oui, il exerce, c'est vrai. Ça veut dire que les États reconnaissent la légitimité du pouvoir en place qui s'exerce sur un territoire déterminé. Donc, tous les États reconnaissent le Maroc comme un État souverain, en interne et en international. Tous les États qui sont dans l'Organisation des Nations Unies bénéficient de la reconnaissance des autres États. Mais pour certaines entités qui revendiquent ou bien qui prétendent la qualité d'État et qui cherchent cette reconnaissance, il est difficile de la faire valoir parce qu'ils n'ont pas donc l'élément fondamental qui est le territoire. D'accord? Bien sûr, abstraction faite de la spécificité de chaque dossier, de chaque problème, de chaque organisation, mais quand même, donc, pour qu'il y ait une reconnaissance internationale, l'entité juridique doit répondre à ces quatre éléments. D'abord, avoir un territoire, une population, un pouvoir politique et une reconnaissance internationale. D'accord? Reconnaissance internationale en termes quantitatifs, ça veut dire que la plupart des États et non pas une reconnaissance insignifiante de la part de quelques États, mais la reconnaissance doit être faite au sein de l'Organisation des Nations Unies. Donc, les frontières d'abord, elles délimitent l'État et c'est des frontières internationalement reconnues, approuvées par les États. En pratique, les frontières sont reconnues par des accords bilatéraux ou multilatéraux enregistrés aux Nations Unies. C'est la façon de reconnaissance des frontières. Bilatéraux, ça veut dire des frontières qui sont reconnues par les États concernés, les États limitrophes. D'accord? Ou bien multilatéraux reconnus par plusieurs États et qui sont enregistrés au niveau des nations, l'Organisation des Nations Unies. Concernant la délimitation spatiale ou géographique des frontières, elle permet de circonscrire une zone d'application des normes de la puissance publique. C'est ce qu'on appelle l'application de la souveraineté interne de l'État sur son territoire. Ça veut dire, si on prend le cas du Maroc, le Maroc exerce sa souveraineté sur son territoire qui est reconnu par des frontières. Bien sûr, nous avons là le problème de l'intégrité territoriale du Maroc, où nous avons donc, comme vous savez tous, ce mouvement séparatiste qui revendique une bonne partie du territoire du Sud et bien sûr, il n'arrive pas à faire valoir cette qualité d'État parce que l'élément fondamental qui est le territoire fait défaut. Donc, mais quand même, le Maroc exerce sa souveraineté sur tout son territoire et donc une souveraineté qui est reconnue par la scène, par les États au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le problème, il est soumis
le problème des séparatistes est soumis au règlement pacifique devant l'Organisation des Nations Unies, le Maroc propose un projet donc très ambitieux pour permettre aux populations du Sud de s'autogérer, de s'autogouverner même à travers le projet marocain d'autonomie, mais quand même ceci ne rétrécit, ne minimise en rien, donc ne touche en rien l'intégrité territoriale du royaume parce qu'il est sur son territoire. Donc, cette délimitation spatiale, bien sûr, comme vous savez, tous les États qui ont été sous la colonisation ont souffert de cette question de délimitation géographique parce qu'après le départ de la colonisation des colons, on a maintenu les frontières héritées du protectorat, héritées de la colonisation, et c'était vraiment des découpages, des découpages qui ont vraiment changé, qui ont modifié même la composition sociale des populations en place. On a réparti des tribus par deux, on a divisé des peuples, on a changé l'organisation démographique et la nature démographique de certains territoires, mais quand même l'Organisation des Nations Unies a décidé de maintenir les frontières héritées du protectorat. C'est ce qui a généré, quand vous le constatez, c'est ce qui a généré des conflits frontaliers très sanglants, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais quand même, dans la plupart des cas, on a maintenu les frontières héritées du protectorat. Il y a certaines frontières qui ne sont même pas déterminées. Comme le cas, par exemple, des frontières entre le Maroc et l'Algérie, c'est un vaste Sahara qui n'est pas vraiment déterminé et qui prête à des problèmes. C'est pour cela que les États ont maintenu ou bien ont établi des frontières à travers des accords bilatéraux ou bien même des accords multilatéraux. D'accord? C'est pour réglementer cette question de frontières de façon amicale dans le cadre d'accords bilatéraux entre les États concernés. Donc, la délimitation spatiale permet à l'État d'exercer son pouvoir sur son territoire à l'égard de sa population. Et là, nous avons deux types de frontières. Il y a les frontières naturelles et il y a les frontières superficielles. Donc, que dit-on par frontières naturelles? C'est quoi les frontières naturelles? Madame, Oui, je pense oui, Slimane. je pense qu'une frontière naturelle, c'est un espace qui était là, en fait, qui délimite les deux pays. Or, une frontière artificielle, c'est un pays qui met des barrages pour délimiter l'espace. C'est un État qui met des barrages, par exemple, un portail pour oui, délimiter l'espace. barrage, oui. Les frontières naturelles, c'est des frontières qui s'imposent par la nature. Voilà. On ne peut pas les changer. Comme, par exemple, les frontières entre le Maroc et l'Espagne. Les océans, la mer, Oui, les rivières. les fleuves, les océans, les grandes montagnes parfois. Hein? C'est des frontières qui s'imposent. C'est la nature qui les impose. Le Maroc, quand il a postulé pour, je crois, pendant les années 90, quand il a présenté sa candidature pour devenir membre de l'Union européenne, son dossier il a été refusé sous cette condition. C'est parce qu'il ne fait pas partie de l'Europe métropolitaine. Donc, il y a là, c'est vrai que c'est 14 kilomètres, mais quand même, c'est des frontières naturelles qui séparent deux continents. D'accord? Le cas, par exemple, de la Turquie, par rapport à son dossier d'intégration à l'Union européenne. Donc, il y a vraiment des problèmes. C'est vrai que la Turquie, ça pose pas de problème de frontières naturelles, mais quand même, il y a d'autres
d'autres problèmes politiques qui sont très importants et qui bloquent donc l'intégration de la Turquie à l'Union européenne. Mais quand même, les frontières naturelles, c'est des frontières qui s'imposent aux États et qui obligent donc le respect dans la répartition donc des limites territoriales. Madame Khadija, éteins le micro s'il vous plaît. Donc, voilà, il y a les frontières superficielles ou bien les frontières artificielles, si vous voulez. C'est les frontières qui ont été, qui sont l'œuvre de l'homme, l'œuvre des êtres humains. Des frontières qui sont soumises à plusieurs considérations, des considérations historiques, des rapports de force, donc la colonisation qui a vraiment généré des problèmes de frontières entre les États, surtout parce que si on prend juste le cas du continent africain, avec l'avènement du protectorat, donc les colons, je dis pas, moi je parle beaucoup plus de colonisation que de protectorat. Donc les colons ont réparti le gâteau africain selon leurs envies, selon leurs intérêts, et ils ont vraiment laissé derrière eux, après le mouvement de décolonisation, des États vraiment avec des frontières qui ne sont pas claires, ou bien et ce qui a généré, comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes sanglants, des problèmes frontaliers très 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 graves, qui ont eu des conséquences néfastes sur même le développement du continent. Donc, c'est juste quelques idées par rapport à cette question de frontières, et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, au niveau de votre cours de droit constitutionnel, de mieux approfondir les explications par rapport à ces questions-là. Il y a une question qui se pose. Existe-t-il des États sans frontières? C'est la question que sans territoire. C'est une pure fiction dans la mesure où on dit même que c'est impossible. Selon Max Weber, selon le droit international, selon le droit constitutionnel comparé, on ne peut pas parler d'un État sans territoire. Donc, l'élément territorial, il est très déterminant pour la reconnaissance, pour l'existence même de l'État. Donc, dans le cas où il y a l'invasion du territoire, ou bien l'occupation totale d'un territoire, dans ce cas, l'État survit-il à l'occupation de son territoire? Et là, on a l'exemple du Koweït. Si vous vous rappelez, quand l'Irak a envahi par décision de Saddam Hussein, c'est ce qui a généré la guerre du Golfe après, a décidé d'envahir, d'occuper le territoire koweïtien sous prétexte que le Koweït c'est une province de l'Irak. Donc là, le gouvernement koweïtien s'est évadé, je ne sais pas auprès de quel État, mais donc il a quitté le territoire, il a continué à exercer ses compétences à travers l'extérieur. Et là, il s'est posé la question de la continuité de l'État, parce que le gouvernement, il n'est pas là, le territoire, il est occupé, donc est-ce qu'il y a un État koweïtien? Donc, est-ce qu'on peut parler? La population, elle est sur le territoire, elle n'a pas quitté le territoire, mais nous avons des éléments qui ont posé problème. D'abord, l'absence du gouvernement, l'absence du pouvoir politique, et l'occupation du territoire. Bien sûr, au droit international, on n'a pas trouvé c'est vrai qu'après l'achèvement de la guerre, le gouvernement a pu rejoindre son territoire et l'État a repris le cours normal des choses.
mais quand même, ça a posé des questions juridiques très importantes en droit international, même en droit interne. C'est du point de vue juridique, on n'a pas trouvé de réponse claire. Et là, le droit se borne à enregistrer un fait politique, celui de la reconnaissance par les autres États d'une situation donnée. Donc, dans le cas du Koweït, donc tous les États ont maintenu leur reconnaissance au pouvoir politique koweïtien, même si il n'est pas sur le territoire, même s'il il exerçait à l'époque ses attributions, ses compétences de l'extérieur. Mais il y avait cette reconnaissance internationale de la continuité de l'État koweïtien malgré son occupation par l'État irakien. Donc là, c'est une situation, le droit international nous renseigne qu'il n'y a pas de réponse claire et que les situations doivent être traitées de façon isolée selon les circonstances de chaque de chaque État, selon les circonstances de chaque situation. C'est clair? Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. D'accord. Donc, pour la forme du territoire, nous avons là le droit international. C'est vrai que nous avons rimé un petit peu vers le droit international, mais quand même, c'est pas grave parce que droit international, sciences politiques et droit constitutionnel tentent, chaque discipline tente de son côté de définir la notion de l'État. Donc, la forme qu'il peut avoir n'a pas d'incidence particulière, la forme du territoire. Il peut être discontinu, ça veut dire un territoire qui ne s'inscrit pas dans la continuité géographique, le cas de la France par exemple. Hein? Qui peut nous parler du cas de la France? Madame. Dans le cadre de la discontinuité. Madame. La discontinuité du territoire français. Oui, Ashraf. Il se compose, on peut dire, comme de deux éléments. Il y a l'outre-mer et la métropole. L'outre-mer, c'est des îles à travers le monde, comme la Polynésie, la Réunion, la Guadeloupe, etc. Très bien, Ashraf. C'est bien, très bien, c'est ça. Donc, le territoire français, il est composé, comme l'a bien précisé Ashraf, de deux composantes. Il y a la France métropolitaine, qui est sur le territoire européen, et il y a les îles, que ce soit en Amérique du Sud ou bien en Afrique, qui sont le résultat de la colonisation. Et la France a maintenu sa souveraineté sur ces îles qui sont considérées comme la continuité du territoire français. Et il y a donc là le territoire qui s'inscrit dans la continuité. Ça peut être une grande superficie territoriale comme le cas du continent, le cas de l'Amérique du Nord, les États-Unis. Comme vous savez, les États-Unis, c'est peut-être le grand État du monde où il est composé de combien d'États? Oui, Ashraf. 50. Il est composé de 50 États. Donc, l'État fédéral américain est composé de 50 États. Chaque État dispose de son propre. On va revenir à cette question de forme d'État ultérieurement pour comprendre l'aménagement du pouvoir au sein des États partout dans le monde. Ou bien ça peut être un territoire petit, comme le cas du Vatican. Comme vous savez, le Vatican, c'est un petit État près de l'Italie et qui a une vocation religieuse, qui garde son impartialité et qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est un tout petit État. Il y a plusieurs petits États qui sont vraiment et qui ont la qualité d'État malgré leur taille. Donc, le droit renseigne que la forme du territoire n'est pas vraiment déterminante
pour l'existence de l'État. Donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a aucune condition particulière relative à la taille ou à la forme du territoire. L'essentiel, c'est que le territoire doit être reconnu comme comme un espace de vie d'une collectivité sur lequel s'exerce un pouvoir politique et qui bénéficie d'une reconnaissance internationale. C'est des éléments très importants pour identifier l'existence de l'État. D'accord? Donc, après le territoire, on va passer à la population. Et là, moi, je propose de nous arrêter sur cet élément de territoire pour pouvoir entamer la séance prochaine, Inch'Allah, les explications concernant les autres éléments d'identification de l'État. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame, c'est très clair. Oui, madame. Oui, madame. Ah, c'est Oui, clair, vous madame. n'avez pas de questions à poser? Madame, ça va? Oui, qui demande la parole? C'est Yaris? Non, madame, je dis que ça va, ça va. Ça va, c'est bien? Vous avez pris vos notes? Oui. Alors, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et de me les poser au début de la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Bon, madame. Allez, Oui, bonne madame, journée. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Madame. Merci. Merci.